Allez, c'est parti les amis, petit exercice sur la loi binomiale, terminale, SPEMAT. Voilà, exercice assez classique, le genre de truc que tu peux très bien retrouver dans une interro sans aucun problème. Parce que là-dedans, en fait, on a une variable aléatoire qui va suivre une loi binomiale et on a une autre variable aléatoire qui va être liée à la première par une relation fonction affine. Et puis du coup, tu as des relations de variables aléatoires pour calculer des espérances, pour calculer des écarts types. On a le contexte d'un exercice de QCM, etc. Bref, c'est vraiment un exercice ultra classique. Donc on regarde ensemble. Bien sûr, il faut que tu essaies de le faire par toi-même. Et après, tu te corriges avec ma correction. C'est parti, un concours, un QCM comporte 8 questions. Pour chaque question, on propose 4 réponses, dont une seule est correcte. Très important ça. Il faut bien comprendre le contexte pour ne pas se planter derrière. Une bonne réponse rapporte un point, une mauvaise réponse enlève un demi-point. Un candidat décide de répondre au hasard à toutes les questions. Donc il répond au hasard. Ça veut dire qu'il va choisir de façon aléatoire la réponse parmi les 4 propositions dans chaque question. Okay, on définit la variable aléatoire x qui donne le nombre de bonnes réponses du candidat. Justifier que x suit une loi binomiale et préciser ses paramètres. Donc question hautement classique qu'on va écrire, même on va la faire sur une page à part. Voilà. Question hautement classique dans laquelle il faut bien comprendre comment amener la justification de la loi binomiale. Donc pour ça, il faut que tu justifies qu'on a une répétition de n épreuves de façon identique et indépendante. Donc en gros que tu as un schéma de Bernoulli et ben on va le rédiger. Donc qu'est-ce qu'on fait en fait concrètement dans l'exercice? On va répéter 8 fois une certaine épreuve. L'épreuve, ça revient à choisir une réponse au hasard parmi 4 propositions. Ok? Donc ça, tu es sur une question, tu as 4 réponses, tu en choisis une au hasard. Ça c'est l'épreuve de Bernoulli. Le succès, c'est avoir la bonne réponse, puisque x donne le nombre de bonnes réponses, c'est-à-dire que le succès, c'est obtenir une bonne réponse. L'échec, c'est obtenir une mauvaise réponse. Et on va répéter ça 8 fois parce qu'on a 8 questions. Donc on écrit, on répète. Le texte que je te propose, il figure également dans ma fiche synthèse sur la loi binomiale, ma fiche synthèse qui est disponible sur mon site. Tu as le lien en descriptif de la vidéo, le lien vers mon site. C'est vraiment le texte que moi je te propose de remettre à chaque fois pour ce type de questions-là. On répète n égale 8 fois de façon identique et indépendante. Ces mots sont importants, ils ne sont pas là pour faire joli. On répète n égale 8 fois de façon identique et indépendante la même épreuve de Bernoulli. Donc là, on lâche l'histoire de l'épreuve de Bernoulli. Et le fait qu'on répète la même épreuve de Bernoulli un certain nombre de fois, tu as un schéma de Bernoulli. La même épreuve de Bernoulli, son succès, le succès de l'épreuve de Bernoulli et l'événement S, le candidat choisit la bonne réponse. Le candidat choisit la bonne réponse. De succès, de proba, pardon. Donc le succès a pour probabilité P égale 1 quart. Entre parenthèses, je justifie car une bonne réponse seulement sur 4 propositions. Tu as une bonne réponse sur 4 propositions, tu choisis au hasard. Je vais écrire choix au hasard. Tu choisis au hasard, tu as une chance sur 4 d'avoir la bonne réponse. Donc la proba du succès, 1 quart. Donc j'ai précisé le succès, j'ai précisé la proba du succès. Maintenant, je vais introduire la variable aléatoire x. Donc ça, c'est le premier point dans lequel on explique qu'on a un schéma de Bernoulli. Maintenant, le deuxième point, j'introduis la variable x, soit x, la variable aléatoire de la loi binomiale. La variable aléatoire qui compte le nombre de succès, c'est-à-dire le nombre de bonnes réponses. Après, je vais te montrer un truc avec ce texte. Alors, x suit la loi binomiale B de paramètre n égale 8, P égale 1 quart, 0,25. Ok, donc je te montre un truc par rapport à ce texte. En gros, il y a deux phases globalement dans le texte. La première, comme je t'ai dit, c'est de justifier que tu as un schéma de Bernoulli et de préciser les éléments, c'est-à-dire le nombre de répétitions, le succès, la proba du succès. Schéma de Bernoulli. J'oublie à chaque fois s'il y a un i ou pas avant les deux L.
Schéma de Bernoulli. Et la deuxième étape, c'est d'introduire la variable aléatoire. De décrire la variable aléatoire. Et puis la troisième étape, c'est la conclusion, donc j'ai une loi binomiale. Et en gros, avec ce texte, si tu regardes bien, donc ça c'est ce que je dis tout le temps aux élèves quand on fait de la loi binomiale ensemble, parce que c'est le truc qu'il faut remarquer si tu veux les points sur la fameuse question de démontrer que la variable aléatoire c'est une loi binomiale. En gros, ce texte, il est applicable tout le temps. Qu'est-ce que tu as changé dans ce texte? Tu as changé, il est applicable dans n'importe quel exercice. La seule chose que tu as changé, c'est la valeur des répétitions. C'est la description de l'événement qui correspond au succès, la valeur de la proba, éventuellement le petit texte également ici pour expliquer pourquoi on a cette valeur de proba, et c'est tout. Après, en fait, les phrases, elles sont applicables dans n'importe quel exercice. On répète nanana de façon identique et indépendante la même épreuve de Bernoulli, son succès est l'événement S ou une autre lettre suivant l'exercice, de points. Là, tu changes en fonction de l'exo. De probabilité P égale, là, tu changes en fonction de l'exo. Soit X, la variable aléatoire qui compte le nombre de succès. X, la loi binomiale B de paramètres N égale truc, B égale P égale chose. Et en fait, comme je te dis, tout ce qui est en vert, c'est ce que tu adapteras en fonction de ton exercice. Le reste, tu peux le remettre dans n'importe quel exo. Ok? Voilà, donc je t'ai fait un texte classique, on va dire. Maintenant, tu peux le réexploiter si tu veux. Et on peut passer à la question B. Calculer la probabilité d'obtenir 4 bonnes réponses au QCM. Donc pour la question B, on cherche la probabilité de l'événement X égale 4. Voilà. Oui, petite parenthèse, par rapport à la variable aléatoire X, X prend ses valeurs dans l'ensemble 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En gros, X peut être égal à une de ces valeurs-là. Soit tu as 0 bonne réponse, soit tu as une bonne réponse, soit tu en as 2, etc. Soit tu en as 8. Au maximum, tu as 8 bonnes réponses sur les 8 questions. Au minimum, tu as 0 bonne réponse sur les 8 questions. Et toutes les possibilités entre sont existantes, sont possibles. D'accord? Donc ça, c'est toutes les valeurs possibles. Et là, on va te poser la question, P de x égale 4. Exactement 4 bonnes réponses. D'accord? Donc P de x égale 4. Tu peux le rédiger quand tu veux rédiger ce genre de questions. Tu peux réécrire la formule, on va dire la grosse formule de la probabilité P de x égale K qui se trouve dans ton cours donc, de loi binomiale. 4 parmi 8, donc ça c'est les combinaisons, multiplié par la proba du succès à la puissance 4, multiplié par la proba de l'échec, c'est-à-dire 1 moins P, à la puissance 8 moins 4 qui fait 4 aussi. Voilà. Donc tu peux l'écrire comme ça. Après tu peux remplacer par les valeurs. P puissance 4, tu peux écrire 1 quart puissance 4, etc. 3 quarts puissance 4. Parce que 1 moins P, donc 1 moins 1 quart, ça fait 3 quarts. Et puis après, tu donnes le résultat. Alors le résultat, on va le donner avec 3 chiffres après la virgule, on va l'arrondir au millième. Et le truc, c'est que j'utilise directement la calculatrice. Donc sur les calculatrices, tu peux calculer ces probabilités de façon directe. Là, j'utilise la Numwork. Mais après, tu peux utiliser n'importe quelle calculette. Normalement, elles sont toutes configurées pour pouvoir calculer directement une probabilité de loi binomiale de ce style. J'ai n égale 8, j'ai p égale 0,25. Suivant, je veux 1, p de x égale 4. Voilà, donc normalement, si tu as comme moi, ça nous fait environ 0,087. Ouais, c'est bien ça. Si on arrondit au millième, 0,087. Ok? Voilà. Donc ça, c'était pour la question B. Calculer la proba d'obtenir 4 bonnes réponses. Je pourrais rajouter une autre question. Je t'en rajoute une parce que c'est dommage qu'il n'ait pas posé. Calculer la probabilité, donc question supplémentaire. Proba d'obtenir au plus 3 bonnes réponses. 3 bonnes réponses. La proba d'obtenir au plus 3 bonnes réponses, ça veut dire qu'on cherche P de x à inférieur ou égal à 3. Au plus 3, ça veut dire x inférieur ou égal à 3. Donc là, pareil, tu utilises directement la calculatrice. Donc je vais le faire, moi. Hop, x inférieur ou égal à 3. Normalement, tu trouves. Ah, c'est pas de bon augure ce qu'on trouve. 0,886. En gros, tu as 88% de chance, quasiment 89% de chance entre guillemets,
d'obtenir maximum 3 bonnes réponses, si tu réponds au hasard. On pourrait aussi poser une question supplémentaire. Ça, c'est pour t'aider à bien traduire les énoncés quand tu es sur les probas. Sur les probas, il faut vraiment bien traduire les énoncés. Donc, proba d'obtenir au moins 7 bonnes réponses. Au moins 7 bonnes réponses. Quand on dit au moins, ça veut dire, traduction, qu'on cherche la probabilité que x, le nombre de bonnes réponses, soit supérieur ou égal à 7. Ok, là, je vais t'entourer. Donc, au moins 7, ça se traduit par x supérieur ou égal à 7. Alors que tout à l'heure, au plus 3, ça se traduisait par x inférieur ou égal à 3. Il faut vraiment bien traduire. Donc p de x supérieur ou égal à 7, soit tu peux le faire directement avec ta calculatrice parce qu'elle te calcule les p de x supérieur ou égal à k. En général, elles le font. Soit tu es avec une calculatrice qui ne calcule que p de x inférieur ou égal à k. Et dans ce cas-là, il faut que tu transformes cette écriture en cette écriture-là. Et en fait, p de x supérieur ou égal à 7, c'est égal à 1 moins p de x inférieur ou égal à 6, histoire des événements contraires. Donc tu peux utiliser cette transformation d'écriture si tu as besoin, si ta calculette ne calcule pas ça directement, il faut que tu passes par là. Bon, avec la numwork, je crois qu'on peut calculer directement p de x supérieur ou égal à 7. Si je dis pas de bêtises, ouais, ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup. Ça fait environ, alors du coup je vais le donner en écriture scientifique parce que ça fait pas beaucoup. 3,8 fois 10 puissance moins 4, voilà. Donc la probabilité d'avoir au moins cette bonne réponse en répondant tout au hasard, c'est assez faible. Alors on ne conseille pas de répondre au hasard sur un QCM du coup. Voilà, allez on va passer sur la question 2. Donc c'est là qu'on va introduire une autre variable aléatoire. Et c'est là qu'on peut avoir des difficultés qui apparaissent pour les élèves en fait. On définit la variable aléatoire y donnant le nombre de points du candidat. Établir la loi de probabilité de y. Donc petit a, loi de proba de y. Alors, par loi de proba, on va pas aller calculer les probabilités de chaque situation parce que ça va être un peu compliqué, je pense, ça va être un peu long et j'avais pas prévu de faire ça. Mais déjà, on va donner la relation entre x et y. Relation entre x et y. X, c'est le nombre de bonnes réponses. X, c'est le nombre de bonnes réponses. Et c'est plus un point par bonne réponse. Ça veut dire que en répondant à x, en trouvant x bonnes réponses, tu vas gagner x fois 1 point. Et puis, le nombre de mauvaises réponses, sachant que j'ai 8 questions et qu'on répond à toutes les questions. Là, il répond à toutes les questions. Donc, il va répondre aux 8 questions. Sachant qu'on a 8 questions, ok, 8 questions. Si tu trouves x bonnes réponses, ça veut dire que tes fausses réponses, tes réponses fausses, elles sont égales à 8 moins x. Ok, le nombre total de questions auxquelles tu réponds, moins les bonnes réponses que tu as trouvées, ça va te donner les réponses fausses. Nombre de réponses fausses. Nombre de réponses fausses. Voilà. Et sachant qu'on t'enlève, c'était écrit ici, un demi-point par fausse réponse. Voilà, chaque mauvaise réponse enlève un demi-point, donc moins 0,5. Ça te fait moins un demi-point par fausse réponse. Ça veut dire qu'avec tes 8 moins x fausses réponses, tu vas gagner, entre guillemets, en fait perdre, tu vas gagner 8 moins x fois 1 demi. Donc ça va faire moins 8 moins x fois 1 demi-point. Ok? Le moins, c'est parce que tu perds ces points-là. C'est les points qui sautent. Enfin, le moins, il est là et je l'ai mis devant tout le monde, devant toute l'expression. Ok? Donc, le nombre de points total, y, bah, c'est le nombre de points apportés par les bonnes réponses. On avait dit x fois 1, plus le nombre de points apportés par les mauvaises réponses, moins 1 demi, fois 8 moins x. Voilà. Le nombre de points apportés par les bonnes réponses, plus le nombre de points enlevés par tes mauvaises réponses.
D'accord? On va développer cette expression. Bon, mes parenthèses, elles n'étaient pas obligatoires, mais c'était vraiment pour que tu distingues les deux parties. Nombre de points des bonnes réponses, nombre de points des mauvaises réponses. Donc x fois 1, évidemment, ça fait x. Plus moins, ça fait moins. 1 demi fois 8, ça fait moins 4. Et moins 1 demi fois moins x, ça fait plus 1 demi x. Autrement dit, au final, tu te retrouves avec 1 demi plus 2 demi, ça fait 3 demi. 3 demi x moins 4. Voilà. Comme je t'ai dit, je ne vais pas lister toutes les valeurs possibles pour y. Normalement, il faudrait donner toutes les valeurs possibles pour y, mais ça me semble un peu compliqué. Parce qu'il faudrait regarder toutes les combinaisons possibles. Une bonne réponse, 9 mauvaises réponses, regardez combien ça fait de points. Deux bonnes réponses, 8 mauvaises réponses, regardez combien ça fait de points. C'est un peu long pour moi. Donc on va pas faire la loi de proba de y. On va pas faire la loi de proba de y. Enfin, quoi que. Ouais, si, on peut faire quelque chose. Non, c'est pas si long que ça. Ouais, c'est pas si long que ça. Parce que je suis. Non, on va pas le faire. Effectivement, on va pas le faire en distinguant toutes les situations, puisque x prend ses valeurs entre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est bon, c'est largement faisable en fait, sans prendre trop de temps. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc là, c'est les valeurs de x. Puisqu'on vient d'établir la formule en fait qui permet d'avoir y en fonction de x, on va tout simplement pouvoir trouver toutes les valeurs de y en fait. Donc valeur de x 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les valeurs de y, du coup, c'est un bon exercice ça. Comme je t'ai dit, ouais, ça peut se trouver facilement en, en contrôle. 3 demi x moins 4, bah, je vais le mettre en fonction ça. 3 demi, donc 1,5x moins 4. Voilà, comme ça, je vais directement dans une table. Alors pour 0, évidemment, ça va faire moins 4. Ensuite, pour 1, hop, ça fait moins 2,5, donc moins 5 demi. Bon, on peut parler en écriture décimale, ce sera peut-être plus parlant. Ensuite, pour 2, ça nous fait moins 1. Pour 3, ça nous fait 0,5. Si tu as 4 bonnes réponses, tu peux avoir 2 points. Sur 8 points, ça fait pas beaucoup. Ensuite, 5 bonnes réponses, tu as 3,5. 6 bonnes réponses, tu as 5. 7 bonnes réponses, tu as 6,5. Et 8 bonnes réponses, bah, tu as les 8 points en fait. Voilà. Ok. Et alors, la probabilité d'avoir x égale moins 4, hop, parce que c'est ça en fait la loi de proba, c'est de poser un tableau dans lequel tu écris toutes les valeurs. Tu écris toutes les valeurs possibles pour ta variable aléatoire. Donc là, en l'occurrence, toutes les valeurs possibles pour y. Y, c'est moins 4 ou moins 2,5 ou moins 1 ou 0,5 ou 2, 3, 5, 5, 6, 5, 8. Et après, tu écris les probas. Proba de P de Y égale YI pour chaque valeur. On va en écrire une ou deux. Je pense qu'on peut en écrire une ou deux, ce sera plus simple que de tout mettre. En gros, par exemple, parce qu'après c'est juste utiliser ta calculatrice pour aller chercher chaque probabilité. La probabilité que Y soit égal à moins 4, c'est égal à la probabilité que X soit égal à 0. Ok, la probabilité de X égale 0, c'est la probabilité que Y soit égal à moins 4. Donc X égale 0, je fais quoi? Bah, je retourne avec le mode loi binomiale, bien sûr en conservant les bons paramètres. N égale 8, P égale 0,25, c'est-à-dire on raisonne avec la loi binomiale de X pour trouver les probabilités de Y, parce que cet événement et cet événement, ils vont ensemble en fait. Donc la proba de cet événement, c'est la proba de cet événement. P de X égale 0. P de X égale 0. Normalement, ça fait 0,100.
Après, on peut tout calculer si tu veux et vérifier qu'à la fin, ça fait bien. Ouais, on va tout calculer et à la fin, on va vérifier qu'on a bien 1 pour la somme si tu veux. P de x égale 1, ça te fait 0,267. Allez, on les fait toutes. Comme ça, tu peux vérifier. P de x égale 2, ça fait 0,311. P de x égale 3, ça fait 0,208. J'arrondis à chaque fois, hein. Et je garde 3 chiffres après la virgule. Voilà. P de x égale 4, ça nous fait 0,087, on l'avait dit tout à l'heure. 0,087. P de x égale 5, ça nous fait 0,023. Il n'y a pas beaucoup de chance d'avoir autant de points. P de x égale 6, ça nous fait 0,004. P de x égale 7, 0, ouais, 3,6, 3,7, 10 moins 4. Et puis 8, 1,5, 10 moins 5. Voilà, et quand tu prends ta calculatrice pour ajouter toutes ces probabilités, on vérifie ensemble si tu veux 0,100 plus 0,267 plus 0,311 plus 0,208 plus 0,087 plus 0,023 plus 0,004 plus 3,7. On est censé trouver 1 bien sûr. 3,7 10 moins 4. Quand tu travailles avec une loi de proba, tu es censé trouver 1 en effectuant la somme des probabilités. Et 1, 5, 10 moins 5. Voilà. Bon là ça fait 1,000385 parce que donc la somme des PY égale YI. Parce qu'on a fait des arrondis, donc évidemment on ne tombe pas pile poil sur 1, mais l'idée est là, on est avec une somme de proba qui vaut 1. D'accord? Bon, finalement je voulais pas trouver toute la loi de proba, mais tu as vu, on l'a fait, donc question A, c'est fait intégralement. Question B, elle sera intéressante aussi, elle va nous permettre de rappeler des relations, calculer l'espérance et l'écart type de Y, interpréter ce résultat. Donc, petit b, espérance et écart type. Donc ça, pareil, tu as des relations, moi, elles sont rappelées dans mes fiches synthèse sur les lois de proba, que ce soit les fiches synthèse de première ou fiches synthèse loi binomiale. Donc fiche synthèse de première parce que c'est un chapitre qui s'appelle loi de probabilité, variable aléatoire réelle, et fiche synthèse de terminale parce que tu as le chapitre loi binomiale. Moi, c'est deux fiches synthèse et elles rappellent les relations que je vais te mettre ici. Elles sont disponibles aussi sur mon application sur Play Store. Google Play, j'ai une application avec toutes mes fiches synthèse de première, de terminale, de spémat et de spéphysique chimie, toutes réunies dans une seule et même appli. Il y a 63 fiches, ça fait quand même un bon paquet et pour un prix dérisoire. Si je peux, je te mets le lien en descriptif de la vidéo parce que ça, le lien, il n'est pas toujours présent. Mais il est sur mon site, sinon tu peux aller sur mon site et retrouver ça directement. C'est bien d'avoir à disposition rapidement, comme ça en 2-2, toutes les informations, genre sur des relations comme je vais t'écrire là. Parce que ça permet de retrouver tes infos en fait en 2 secondes et de savoir te débloquer sur un exo. Donc pour une loi binomiale, l'espérance de x, c'est n fois p. L'écart type de x, c'est racine carrée de np 1 moins p. Et pour l'autre variable, donc on a y égale ax plus b. Quand tu as une relation affine comme ça entre deux variables aléatoires, l'espérance de y, c'est a fois l'espérance de x plus b. Et l'écart type de y, c'est égal à valeur absolue de a fois l'écart type de x. Voilà, ok? A est en valeur absolue, c'est important parce que A peut être négatif dans la relation ici, et toi en fait tu le sors en valeur absolue. Donc on va faire le calcul pour l'espérance de x, donc n fois p, ça me faisait quoi? N c'était 8 et p c'était 1 quart, donc 8 divisé par 4, il te reste 2. Donc tu as une espérance de 2, tu peux espérer avoir deux bonnes réponses. Et pour sigma, alors pour sigma, pour l'écart type, attends 2 secondes, hop, hop. Donc racine de 8 fois 0,25 fois 0,75, 1 moins 0,25, 0,75, hop, sous la racine carrée, ça te fait environ 1,2. Environ 1,2. L'écart type, pour l'interpréter, en fait, c'est... L'écart type, pour moi, c'est facile à interpréter lorsqu'on a plusieurs épreuves, enfin plusieurs expériences aléatoires, plusieurs jeux, par exemple, quand tu parles de jeux d'argent.
Et en gros, tu compares les écarts types pour dire le jeu le plus risqué, c'est celui qui a l'écart type le plus grand. Maintenant, interpréter un écart type, pour moi, c'est pas hyper évident. L'espérance de Y, du coup, ça va nous donner. Alors, la relation entre X et Y, c'était quoi? Y, c'était 3 demi X moins 4. 3 demi X moins 4. Donc, tu vas avoir 3 demi fois l'espérance de X qui vaut 2. 3 demi fois 2, moins 4. 3 demi fois 2, pas fois 3. 3 demi fois 2. Donc, tu simplifies 3 moins 4, ça te fait moins 1. Donc, déjà, en moyenne, quand tu répètes l'épreuve, enfin, quand tu répètes l'expérience un certain nombre de fois, ton nombre de points moyen à la fin, c'est moins un point. Donc de toute façon, tu es perdant. Et puis pour l'écart type, donc on va avoir 3 demi multiplié par 1,2. Donc 1,5 fois 1,2, ça nous fait 1,8. Voilà. On va interpréter lui en particulier donc sur un grand nombre d'épreuves répétées. Sur un grand nombre d'épreuves, l'élève, c'est-à-dire s'il refait ça avec 100 QCM par exemple, eh bien le nombre de points moyens qu'il aura par QCM, ce sera moins 1 point. L'élève peut espérer avoir moins 1 point en moyenne par QCM. Donc c'est pas très intéressant d'aller répondre au hasard sur des QCM de ce style. Bien sûr, les QCM avec points négatifs, c'est des choses qu'on va te poser plutôt dans le supérieur. Malheureusement, au lycée, il n'y a plus de QCM à points négatifs, sauf avec les profs exigeants. Voilà, donc si cet exercice t'a plu, tant mieux, partage, diffuse autour de toi, abonne-toi à cette chaîne, j'ai oublié de te rappeler, tu as un petit bouton en bas à droite qui est quelque part ici en bas à droite de l'écran, tu peux cliquer dessus, tu t'abonnes, c'est fait, ça prend 2 secondes, tu participes à faire connaître mon travail, ça fait plaisir, ça fait grossir la chaîne, et ça c'est plutôt cool, je t'en remercie. Voilà, donc sur ce travail bien, motive-toi bien, et je te dis à très bientôt, ciao.